Bienvenue sur les sentiers de l'étrange, présenté par Georges Tussin et Christian-Jacques Attard, pour tous les amateurs de mystères et de phénomènes inexpliqués. Bonjour à toutes et à tous. Merci à vous, chers auditeurs, auditrices et internautes, bien sûr, de Radio Axe Sud 105.1, d'être à l'écoute de notre émission sur les sentiers de l'étrange, dont le thème d'aujourd'hui sera sur le mystère des cathares, tout un programme des plus alléchants, des plus mystérieux, des plus passionnants qui vous amènera sur les sentiers de l'étrange, les sentiers du catharisme. Alors, pour nous guider dans ce voyage, je suis ravi de retrouver le maître d'œuvre de cette émission. Oui. Et oui, c'est mon ami Christian-Jacques Attard. Ça y est, je suis passé maître. Christian, ravi de te retrouver. Ravi. Alors, tu m'avais dit, si je dois ouvrir le dossier des cathares, à la seule condition, c'est d'avoir comme invité Jean-Pierre Monteil. Tout à fait. Et Jean-Pierre Monteil, nous avons le grand plaisir et ravi de vous accueillir sur Radio Axe Sud. Eh bien, le plaisir est réciproque. Eh bien, écoutez, je vais laisser d'ailleurs le soin à mon ami Christian de vous présenter. Présenter Jean-Pierre, c'est difficile, parce que c'est un homme qui a eu plusieurs vies, moi, on pourrait dire ça. Il a travaillé dans des domaines divers et très variés. Dernièrement, je crois que votre dernier emploi, c'était de vous occuper de promotion touristique. Oui, plus que promotion, création de projets touristiques, création et validation de projets. Quoi. Et c'est un travail d'ingénierie. Quoi. Par ce travail, vous avez valorisé des cités, des grands sites patrimoniaux. Une de mes toutes dernières études qui a un rapport direct avec notre émission, c'est précisément moi qui ai dirigé l'étude de classement en grands sites de France de la cité de Minerve. Superbe cité. Oui, voilà. Ah oui, ouais. Magnifique. Voilà, et on a obtenu le label et on l'a obtenu avec les honneurs. Et donc vous avez travaillé dans ce domaine-là longtemps ? Oui, une quarantaine d'années. J'ai restructuré le tourisme en forêt de Brocéliande, par exemple, sur 6 ans, sur 6 années. Forêt remplie de légendes. Oui, comment ? C'est colossal, quoi. Il y a un million de visiteurs par an, quoi, à peu près, quoi. C'est super. Mais je sais que vous vous passionniez peut-être pour la spéléologie. Oui, j'ai terminé une carrière spéléologique comme président de la Fédération française. Et là, on fait un petit clin d'œil à notre ami Jean-Marie Gros, qui a été un spéléologue et qui nous édite, vous et moi. Ah d'accord, oui, puisque pays de connaissances. Oui, il vient d'éditer le dernier livre, qui est une réédition de Jean-Pierre. Une réédition, oui. Et je suis sur la suite de cette réédition. Jean-Marie attend le tome 2, quoi. Donc, comme il attend mon prochain livre aussi. Il attend. Il ne faut pas être claustro, là. Il vaut mieux pas. Il vaut mieux pas, hein. Ou alors c'est une thérapie, peut-être. Oui, ça peut être une thérapie. On peut l'envisager comme ça. Qu'est-ce qui vous a poussé à parcourir les cavités souterrestres? C'est formidable la question parce qu'elle marche. Enfin, je veux dire, la question aurait été préparée d'avance, ça n'aurait pas mieux tombé. C'est exactement la même chose qui m'a poussé à aller vers le monde des mystères. C'est la soif de l'inconnu, la soif de la découverte. Oui. C'est la même chose, la découverte physique ou la découverte psychologique, enfin, je veux dire. Le même moteur. Ça possède le même moteur. D'ailleurs, le passage par la cavité souterrestre est une initiation. On ne peut pas faire mieux. Les anciens avaient compris ça depuis très très longtemps, dans les mystères égyptiens, etc., les mystères grecs et tout. Et donc, moi, ça a été ma première vocation, qui m'a amené d'ailleurs à faire des études de géologie par la suite, pour aller... Et puis parallèlement à ça, je me suis passionné par tout le monde des mystères, mais ça a démarré très tôt, hein. Ça a démarré la spéléo, ça a démarré l'envie d'aller sous terre à 9 ans ou 10 ans. Hein. J'ai mis les pieds sous terre pour la première fois à 14 ans, mais j'ai à peu près 1200 explorations souterraines dans le monde à mon actif, quoi. Et pour terminer, président de la fédération, il y a... À l'âge de 33 ans, quoi. Et quel a été votre premier métier ? Mon premier métier, ça a été chargé de mission au BRGM, au Bureau de recherche géologique et minière. Voilà, précisément à cause d'un parcours géologique. Donc votre formation est une formation d'ingénieur ? Alors, j'ai plusieurs formations. J'ai une formation d'ingénieur territorial en tourisme, donc je suis économiste du tourisme, très précisément. Oui.
Et puis ensuite, il y a une autre formation qui est une formation en hydrogéologie, des calcaires spécifiques, et puis des quantités d'autres choses en plus, quoi. Des quantités d'autres choses en plus. Hein. Oui, Alors, ça calme. Oui, par contre, vous êtes notre invité essentiellement parce que vous vous êtes intéressé justement au mystère. oui, on y est dedans. Et là, vous... Mais mystère en général, pas uniquement. Non. Bon, là, on Non, va parler en des général, cathares. Hein, mais... D'ailleurs, c'est vraiment, pour l'instant, c'est bien, hein, parce qu'il n'y a pas de piège, c'est que des bonnes questions, de mon point de vue. Attendez, ça va venir. Parce qu'en Non, il n'y aura fait, pas de piège. Non, il y a beaucoup de gens qui C'est- s'intéressent au mystère qui se disent ésotéristes. Oui, Moi, je ne dis pas ésotériste, j'emploie un terme qui est assez récent, qui est dû au professeur Fèvre, qui est parti il y a quelque temps. Je suis ésotérologue. Alors attention. alors, quelle attention. différence, Voilà, alors c'est ça. D'abord, qu'est-ce que l'ésotérisme ? Mais vite. Combien en de résumé. jours Non, en 3 mots. Alors, Parce qu'il y a des gens qui ne savent pas encore alors ce que c'est que l'ésotérisme. l'ésotérisme, on peut le définir le plus simple de tout, c'est un peu ma manie, c'est les étymologies. Oui. Donc c'est une étymologie grecque, ésotéio, qui donne ensuite ésotérikos, et qui dit, ésotéros et ésotérikos, et qui veut dire tout simplement de l'intérieur. De l'intérieur. L'ésotérisme, c'est un travail, c'est notre relation avec le subtil, on va dire, les plans supérieurs, Ouais. de l'intérieur. D'accord. Alors donc, la distinction avec Ésotérologue. Ésotérologue, je ne suis pas habitué au terme. Eh bien non, parce qu'il n'est pas connu, il n'est pas très connu. Non. L'ésotérologue Ésotérologue est plutôt celui qui étudie les phénomènes de l'ésotérisme de l'extérieur, Oui, je tandis comprends. que l'ésotériste serait Voilà. plutôt un praticien. D'accord. Voilà. Ah oui, on Il voit était bien pas la clair, la différence là. Donc, Vous l'avez vous bien passez en défini. tant que ésotérologue. Observateur. 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 Bon, Les voilà. bases sont posées. Les bases là. sont Voilà. posées. Alors, si vous me permettez, moi qui suis un néophyte dans la question, première question, bien sûr, qui étaient les cathares et en quoi leur mode de vie, leurs croyances étaient différents des catholiques de l'époque? Alors, Court. Court. et court, par-dessus le marché. C'est plus difficile. Oui, très difficile. Alors, d'abord, dès le départ, il faut faire litière d'une idée qui d'ailleurs vient de faire les gorges chaudes pendant toute l'année 2024 dans la très belle exposition sur le catharisme qu'il y a eu à Toulouse. Mais nous en reparlerons, petite parenthèse, avec d'autres invités D'accord. sur le plan historique et les Oui. polémiques. Oui, et polémique. Alors, mais je suis obligé quand même, pour répondre à votre question, de préférer cette précision. Pour les gens qui s'intéressent au catharisme depuis longtemps, ce qui est mon cas, il n'y a jamais eu aucun problème sur l'emploi du mot cathare. Alors déjà, il faut faire litière d'un point de vue qui est le suivant. Le mot cathare est un mot très ancien, y compris employé au Moyen-Âge. J'en cite plusieurs cas dans le livre. Oui. Et donc, contrairement, je ne vais pas polémiquer, à ce que disent un certain nombre d'universitaires actuels qui sont des déconstructionnistes, dont Madame Trivolone, entre autres choses, elle se plante complètement parce que le mot cathare est employé depuis le plus haut Moyen-Âge. Donc, alors après, là où il y a discussion, et sérieuse discussion, c'est que le catharisme en tant que tel, c'est quelque chose sur lequel tout le monde est d'accord, mais on n'est pas d'accord sur les modalités, les singularités locales et temporelles qu'il y a pu y avoir. Mais sans aller jusqu'à ce genre de détails-là, oui. Jean-Pierre, est-ce que tu peux nous décrire ce qu'a été le catharisme? C'était quand est-ce qu'il a commencé qui étaient les concrètement? cathares, voilà. Qui étaient les cathares? Et pourquoi ça a été une menace quand même, au point de provoquer presque une croisade contre eux? Oui, pas presque, une vraie. Oui, une croisade. Une vraie. Alors, quand le mouvement a commencé déjà? Le mouvement, on peut considérer que le mouvement commence aux environs de l'an 1000. Et pour donner une idée de comparaison, si nous, du début du catharisme à la fin du catharisme, il s'est passé le temps exactement qui s'est passé entre 1715, qui est la mort de Louis XIV, et 2027 aujourd'hui. Donc vous voyez la taille que ça a. 3 siècles. Ça a énormément duré. Ça a occupé 15 rois de France, ce qu'on a appelé la totalité des rois capétiens de première génération. Les premiers capétiens de... Mais là, tu vas, excuse-moi encore, un peu vite. Parce que là, tu décris 3 siècles de catharisme, mais pour la plupart des gens, en fait, le catharisme se limite à 20 ans. Oui, voilà. Alors, le problème, il faut que tu nous expliques ça. Alors, ici, particulièrement dans notre région, le catharisme se résume à 20 ans. D'ailleurs, 20 ans, ce n'est pas un chiffre de hasard, puisque c'est pile la durée de la croisade contre le catharisme. Tout à fait. Alors, le catharisme a plusieurs périodes intéressantes.
une période qu'on va appeler le pré-catharisme, où on voit émerger dans tous les coins d'Europe plusieurs hérésies qui se ressemblent, qui ont des points communs entre elles, mais qui ne sont pas identiquement, enfin, la copie conforme l'une de l'autre. D'accord. Donc on a les Patarins en Italie, on a les Vaudois. Alors les Vaudois, c'est encore une hérésie à la marge. À la marge. Parce que les Vaudois sont revenus dans le catholicisme et ils ont embrassé l'ordre franciscain. Mais les cathares eux-mêmes se sont appelés publicains en Bourgogne, Ketzer en Allemagne, Pifle dans les Flandres, les croyants en Aragon. Enfin, comment tu expliques qu'à la même époque, est surgi dans différentes régions? C'est consécutif à plusieurs choses. Très probablement la grande peur de l'an 1000. Cette fameuse grande peur de l'an 1000 que beaucoup d'historiens ont nié pendant longtemps, puis ensuite qu'ils réacceptent aujourd'hui. Il y avait un sursaut, une espèce de bouillonnement qui coïncidait avec une période d'extrême pauvreté sur le plan... Tu veux dire que ça serait un phénomène eschatologique, c'est ça? C'est un phénomène eschatologique, ça, c'est sûr. Donc de l'approche, d'une grande peur qui va peut-être amener de Messie. Comme nous à l'époque, l'an 2000, qui a été les grandes interrogations. Donc d'accord, donc on peut penser que l'origine viendrait de là. Oui. Alors, mais très intéressant. On en est pratiquement sûr. Alors à ceci s'ajoute le fait que le catharisme, enfin les hérésies dont je viens de parler, qu'on regroupe maintenant sous le nom de catharisme, qui est un nom qui n'est pas le plus exact, mais on n'en a pas trouvé d'autre. D'accord. Et il se trouve que, parce que le mot cathare lui-même est compliqué, on en connaît mal la racine. Par exemple, il y a pendant longtemps, on a pensé que ça venait du grec katharos, qui voulait dire pur, et puis on est à peu près certain que ça vient tout simplement du chat, du catus. Tiens. Du catus. C'est complètement différent, là. C'est tout à fait, oui et non. Parce qu'en fait, le chat, si on se projette au Moyen-Âge, était l'animal maudit par excellence, et l'animal des sorciers, etc. Et il y avait une expression qu'on retrouve chez tous les hérétiques, y compris dans l'ordre du Temple, même si je ne veux pas les mélanger, parce que ça n'a rien à voir, les Templiers et les cathares. On en reparlera. On en reparlera. Il y avait ce qu'on appelait le baiser, pardonnez-moi de la vulgarité d'expression, mais c'est dans les textes, le baiser au cul du chat. Oui. Dont on accusait tous les hérétiques. Tout à fait. Hérétique. Bon. Donc, à cette époque-là, pourquoi ça surgit comme ça? Il est à peu près certain que ces pratiques du catharisme, qui sont regroupées dans le catharisme aujourd'hui, sont d'origine très ancienne, au minimum paléo-chrétienne, c'est-à-dire qu'elles sont antérieures, très probablement, à la création de l'Église catholique romaine, c'est-à-dire antérieure à 400 ans, autrement dit de filiation apostolique. Ils se sont toujours prétendus dans la filiation apostolique, directement. Mais ils sont restés dans l'ombre pendant très longtemps. Alors évidemment, quand on étudie les premiers siècles de l'Église, ce qu'on ne va pas faire ici, on s'aperçoit que les premiers siècles de l'Église, c'est un pandémonium d'une complexité extrême. Il y a 5 patriarcats, Antioche, Jérusalem, etc. J'en passe, et des meilleurs, qui ne s'entendent pas, qui un beau jour décident de prendre le plus petit patriarche du groupe, mais par respect pour Saint-Pierre, qui était le premier évêque de Rome. Il se trouve que c'est l'évêque de Rome qui va devenir le chef de ces 5 patriarcats et qui va devenir le pape. Donc là, tu détermines à ce niveau-là l'origine du mouvement qui est devenu plus tard, mais là, au XIIIe siècle, on en est absolument, c'est certifié, entériné. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, par l'étude des textes, on sait que ces gens-là se rattachaient à ce pré-mouvement-là. Mais à plusieurs mouvements, évidemment. À plusieurs mouvements. D'où la multiplicité, d'où la diversification par la suite, et d'où le fait qu'aujourd'hui, les gens qui disent que le catharisme en tant que tel n'existe pas ont raison. Oui, parce qu'il n'y a pas de texte. Il y a très peu de textes. Non, il y en a. On en a beaucoup. C'est une bonne question parce que c'est une question qui est vachement intéressante parce que justement, pendant longtemps, on n'a pas eu de texte. Et il se trouve que maintenant, avec les progrès qu'on fait en études universitaires, les moyens qu'on a entre laboratoires de différents pays de travailler, aujourd'hui, savez-vous que quelques-uns des meilleurs historiens du catharisme sont américains, australiens ou britanniques.
Ce qui a souvent été le mais cas ce sont oui. on dit que ce sont leurs persécuteurs qui ont écrit. Alors donc c'est litigieux. Alors pendant très longtemps, mais pas que. Pendant très longtemps, on avait en main que les livres des persécuteurs, notamment les registres de l'Inquisition. Mais les registres de l'Inquisition ont un énorme avantage, c'est qu'ils ont le mérite d'être une précision absolue. C'est-à-dire, les inquisiteurs ne mentaient pas sur la réalité des phénomènes. Ils pouvaient mentir sur d'autres choses, c'est-à-dire la façon d'accuser, les procédures accusatoires, inquisitoires, etc. Il y a 3 types de procédures dans les procédures d'église. La procédure inquisitoire étant la dernière et paradoxalement la plus juste sur le plan juridique. La plus juste. D'ailleurs, elle a mené à ce qui fait aujourd'hui notre justice. Ouais. Absolument, absolument. Mais on va peut-être un peu trop vite. Il faudrait quand même qu'on arrive à définir ce qu'est le cathare. Hein. Alors, le catharisme... En quoi ce sont des dissidents? Le vrai mot qu'on devrait utiliser, c'est le mot dissident. Le vrai mot. Parce que hérétique veut dire hérétikos, celui qui a fait un choix différent des autres. Oui. Ils étaient hérétiques, mais ils sont surtout dissidents parce que... Alors pourquoi dissidents parce que divergents, mais sans blocage vis-à-vis de l'Église, au départ. Ah, au départ. Et 2 façons de fonctionner, dans le nord de la France et dans le sud, si on parle que de la France. Dans le nord de la France, ils ont commencé à se révolter contre l'Église à cause des richesses de l'Église, du laisser-aller des princes de l'Église, etc. Ultérieurement, ils ont été persécutés pour ça. Dans le midi de la France, c'était exactement l'inverse. Ils ont d'abord été protégés par les familles nobles, les familles de Toulouse, de toutes les environs, qui les ont protégés, qui les ont même agrégés, puisque beaucoup de membres de ces familles se sont convertis au catharisme. Donc il y avait des princes, les comtes de Foix, qui étaient des comtes considérables. Chez les Trencavel de Carcassonne, d'Albi, pareil. Hein. Même si ces différents princes occitans, qui étaient tous cousins, se tiraient la bourre entre eux. Mais ils ont protégé les cathares. Ce qui fait que les cathares ont vécu dans le Midi, dans un premier temps, un âge d'or. Un âge d'or qui a bien marché. Et puis, le sommet de cet âge d'or étant justement autour de Fanjeaux, dans les années 1280, on va dire, où dans le même village de Fanjeaux, vous aviez le futur Saint-Dominique, Dominique de Guzman, qui était le curé de Fanjeaux en titre, et vous aviez le diacre de Fanjeaux-Cathare, le célèbre Guillabert de Castres. Ils étaient dans le même village. Et si on ils se disputaient, mais pas au sens moderne. Exactement. Et si on voulait être un peu vulgaire, on pourrait dire qu'ils allaient boire un coup ensemble au bistrot du coin. Donc ça a duré 50 ans. Comme les députés actuels. Alors après, la consistance du catharisme, en quoi elle diffère du catholicisme? Alors, elle diffère d'une manière considérable, mais ça, je vais essayer de faire simple, mais c'est pas évident. Mais je vous en remercie. Non, c'est pas évident parce que là, en définissant le catharisme, on est obligé de rentrer dans des notions de théologie, mais extrêmement pointues. Alors, on va faire simple. Le monde de la chrétienté, je ne parle pas que de l'Église catholique romaine. Hein. L'Église catholique romaine, c'est à l'intérieur du monde de la chrétienté. Le monde de la chrétienté globale repose sur une chose très importante, qui est devenue la plus grande fête, c'est-à-dire Pâques, la résurrection. Le thème de la résurrection. Oui. La résurrection d'un être qui s'appelait Jésus, Yeshua, qui a vécu, qui a prêché, qui a été torturé, qui est mort, et qui aurait ressuscité. Les cathares, eux, partent d'un principe totalement différent. Ils disent que le monde est dirigé par 2 principes, mais ces 2 principes, d'où le fameux livre des 2 principes, qui est le livre de base du catharisme, ces 2 principes ne sont pas des principes qui règnent face à face éternellement. Il y en a un des 2 qui est supérieur à l'autre, et qui, au bout des temps, celui qui est inférieur rentrera dans le premier. Alors ça commence à devenir compliqué. Mais ces 2 principes, c'est quoi ? Ils ont enfanté la matière, tout ce qui est matière. Et pour le cathare, point de base, tout ce qui est la matière est œuvre du mal, y compris le corps physique
et y compris tout ce qui découle du corps physique. De ce fait-là, il tire la... On voit l'opposition déjà Elle est radicale. Elle est radicale. Elle est radicale. Bien sûr. Oui. Alors, elle est radicale et irréfragable et, comment on dit ça, inconciliable, quoi. On ne peut pas discuter. Tout à fait. Parce que Jésus, Yeshua, il est un être de matière, Bien sûr. dans le sens chrétien du terme. Oui. Il va être torturé, il va mourir, il va y avoir écoulement du sang, il va y avoir résurrection. Tout ça ne peut pas exister pour les cathares. Et si on voulait pousser plus loin, mais on ne va pas pousser plus loin, on pourrait dire que dans la mythologie, le sang du Christ peut entraîner la création du Graal, On en parlera aussi tout à l'heure. qui est un artefact, qui est donc matière également, et le sang étant une matière, on n'en parle plus. Donc on a déjà répondu presque par avance au fameux mythe du Graal. on a presque répondu. Oui, mais on a presque répondu. il faut au passage dire que de ce fait, Jésus, dans la thèse cathare, n'ayant pas eu étant un être de matière, n'est pas recevable en tant qu'être de matière. Donc c'est pour ça que les cathares respectent un Jésus qui premièrement n'est pas le Fils de Dieu, pour commencer, parce que pour eux, les cathares de ce point de vue-là, c'est là qu'on retrouve, quand on fait de l'étude des religions comparées, on pourrait presque appliquer la règle des Juifs, pour qui Dieu c'est Hachem, c'est-à-dire le nom, par définition innommable. Ils disent Dieu, c'est un être de lumière, c'est le principe du bien, le Père des bons esprits, le Père saint des bons esprits. Mais on ne peut pas en dire plus parce que nous ne sommes pas équipés pour savoir qui c'est. Bien sûr, notre cerveau n'est pas équipé. Donc Jésus n'est pas le Fils du Christ. Mais, et c'est là que je demande aux auditeurs et aux téléspectateurs de bien s'accrocher, pour eux, puisque Jésus n'est pas un être de matière, il n'a pas été créé, il a été engendré. Et la nuance, elle est très importante. C'est-à-dire qu'il est venu dans le genre humain, mais il n'a pas été créé comme homme. Donc, il est né comme homme, mais il y a eu ce qu'on appelle l'adombration. C'est ça. Ou l'adombrement, comme on veut. Ouais. L'adombration, c'est quoi? Ça veut dire que être adombré, littéralement, ça veut dire qu'un être qui n'est pas vous se substitue à vous et vous investit. Oui. C'est ça le grand mystère du catharisme. Encore une opposition totale au catholicisme classique. Totalement. Et on comprend finalement qu'à un moment ou à un autre, il n'est pas lui qui s'oppose. Ah ben oui, ça, violemment. Et puis de quelle manière? Et voilà, c'est ça. Donc l'Église avait intérêt à éradiquer les cathares, quand même. Alors au début, elle s'en fichait un peu, après elle s'en fichait beaucoup moins, parce que c'était des docteurs en théologie qui étaient extrêmement fondés en écriture, donc ils étaient aussi bons que les théologiens catholiques. Beaucoup ont été formés d'ailleurs dans les grandes universités catholiques, beaucoup de théologiens cathares ont été formés soit dans les monastères en campagne, soit dans les couvents en ville, enfin dans des grands mouvements religieux. Alors, on voit donc, même si on vient de résumer très rapidement, ceux qui opposent les uns et les autres. Par contre, pour que se crée le mouvement cathare, il faut quand même qu'il y ait une structure. Alors, est-ce que cette structure a réellement existé? Oui, alors le problème de la structure, c'est un des points qui a été discuté, qui est discuté un peu en solitaire par les gens qui ont fait l'exposition de Toulouse, et qui acceptaient faire la contradiction, puisque de manière, la plupart des grands auteurs du catharisme, tels que Anne Brenon, Michel Roquebert, etc., n'étaient pas présents. Les livres n'étaient pas là. Roquebert était décédé. Oui, mais je veux dire, il aurait pu y avoir leurs livres. Leurs livres n'étaient même pas là. Donc, pour empêcher quelqu'un de s'exprimer, le mieux c'est de ne pas l'inviter. Voilà. Alors, est-ce que l'Église a existé? Le point de fondement, c'est le concile de Saint-Félix de Lauragais, ou Saint-Félix de Caraman, de 1167, dans lequel nous avons un écrit très précis de Guillaume Besse, le grand historien du XVIIe siècle, qui dit très clairement qu'un personnage tout à fait important du bogomilisme, qui était la forme cathare de Roumanie, etc., de là-bas, est venu à la demande
des chefs des églises chrétiennes, cathares du coin, qui commençaient à exister. Excuse-moi Jean-Pierre, tu crois alors à ce concile ou non? Ah, moi j'y crois complètement. Oui, il a réellement existé? Oui, on a trop de preuves. D'accord. Parce qu'à un moment, j'avais lu qu'on remettait en doute ce concile. Non, mais il est en doute. Il est toujours en doute. Monique Zerner, qui est professeure à l'université elle dit que c'est une invention. Oui, mais elle ne peut pas le prouver. Elle ne peut pas le prouver. Elle le prouve par un système qui n'est pas recevable en science. Oui. Mais là, bon, il faut avoir fait un peu de... Donc, Georges, ce concile, en fait, détermine le fait qu'effectivement, il y avait une organisation. Alors, il y avait une organisation, parce après, on a les actes conciliaires, on a les actes du concile. Et c'est ce qu'a demandé le fameux évêque de Constantinople, qui est venu, Nicétas, ou Nikita, comme on veut. Il a dit d'abord, on va réordonner tout le monde. Donc tous ceux qui sont déjà ordonnés, on va les réordonner une deuxième fois. Ça, c'était très classique chez les cathares. Il y avait dans certains cas des cathares qui se faisaient ordonner 3 fois dans la même journée. D'accord. Parce qu'ils doivent bénéficier de ce qu'on appelle l'impeccabilité. Oui. L'impeccabilité, quelque chose qui est impeccable, c'est sans péché. On ne peut pas pécher. Non, c'est sûr. Alors, à la différence de l'Église catholique, où les sacrements sont dissociés de la personne qui les administre, par exemple, un prêtre excommunié peut continuer. On ne lui a pas enlevé la possibilité on ne peut pas lui enlever la possibilité de ce qu'il a reçu comme ordre, il a reçu. Par contre, dans le catharisme, si je ne suis pas digne, le consolament n'a aucune valeur. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Donc, le consolament, vite fait, pour expliquer aux gens. Est le seul sacrement. Le seul sacrement cathare. Voilà, il y en a 7 dans l'Église catholique. 2 chez les protestants. 2 chez les protestants, voilà. et 1 chez les cathares. Un qui en vaut 3, parce qu'en fait, il sert de baptême. Oui. Il sert également d'ordination, c'est-à-dire ça permet de rentrer... Et d'extrême-onction. Et d'extrême-onction. Ouais. Et d'extrême-onction à l'article in articulum mortis, oui. à l'article. Et pourtant, il y a plusieurs personnes qui maintiennent que les cathares étaient une minorité religieuse amplifiée par les textes ésotériques. C'est ça. C'est une thèse qui ne résiste pas parce que là, par contre, sur ce plan-là, on a des preuves extrêmement bien écrites. On a d'abord les registres d'inquisition qui sont considérables. Alors, c'est pour ça que... Alors, les registres d'inquisition, le problème qu'ils ont, c'est que les inquisiteurs posaient... la règle inquisitoriale, c'est une règle, c'est un process extrêmement précis. Elle a été mise en place par le pape Innocent III, qui était un juriste de très haut niveau, et quand il a créé l'Inquisition, il a essayé de faire justice de ce qu'était autrefois la justice d'Église depuis 796, c'est-à-dire depuis Charlemagne. Charlemagne avait donné à la justice d'Église, c'est-à-dire à la justice des évêques, ce qu'on appelle l'ordinaire, ou quelquefois on l'appelle l'officialité. Leur avait donné la possibilité de juger tout objet, y compris au fort civil. Alors que l'Église, normalement, ne juge qu'au fort religieux. Là, donc, à partir de Charlemagne jusqu'à Philippe le Bel, et oui. l'Église s'est amusée à faire ça. Mais au milieu, quand Innocent III est arrivé, il a dit non, ça on arrête. Moi je ne veux pas que la justice de l'évêché de Pamiers soit différente de l'évêché de Toulouse et que les évêques fassent ce qu'ils veulent. Donc, et il a institué l'Inquisition, alors spécialement pour les hérétiques, mais c'est à cette occasion-là qu'il a fait un nettoyage assez sérieux de la procédure. Il y avait 3 types de procédures qui existaient. La procédure accusatoire, la procédure dénonciatoire et la procédure inquisitoire. La procédure inquisitoire, c'est celle de l'Inquisition. La première, elle relève du droit romain, toutes les 3. La première, la procédure accusatoire, dénonciatoire, c'était accusatoire, non pardon, excusez-moi. Accusatoire, c'est une procédure qui ressemble énormément à l'actuelle qu'on a dans le code civil, enfin le code pénal basique. Il appartient à l'accusateur de faire à la preuve de ce qu'il avance. Voilà. Rien à dire. J'ai peur qu'on rentre trop dans les détails. Moi, n'hésite pas. On n'a pas quand même défini ce qui a été la croisade contre les cathares. Alors, attends, oui.
Alors avant quand même, juste un point, ce que j'ai dit précédemment... je suis désolé, hein, mais... Non, mais tout à fait. On est limité malheureusement par le temps. Mais... Et puis quand on rentre là-dedans, ça dure des heures. Il faudrait des heures et des heures d'émission. Tout à fait. Non, mais ce qui est intéressant, que la plupart des gens vont comprendre, c'est que l'Église catholique est une église de Pâques et l'Église cathare est une église de Pentecôte. La différence est énorme. À Pâques, on célèbre la résurrection de l'homme Yeshua. À Pentecôte, on célèbre la descente de l'Esprit sur les hommes. Ouais. Si les gens ne retiennent que ça, ils ont tout à fait compris. Vous avez tout à fait bien résumé. Voilà, mais ça résume parfaitement l'affaire. Donc on voit qu'à un moment, Église romaine et Église cathare, si on peut parler d'église, sont inconciliables. Donc ça nous mène à une guerre qui a duré 20 ans. Qui a duré 20 ans en deux parties, donc 1209-1219, grosso modo, et ensuite de 1221-22 à 1229. D'accord. Alors la première, c'est ce qu'on appelait la guerre sainte, qui a été un échec absolu sur le plan religieux, et un échec absolu sur le plan croisade. C'est-à-dire que toute l'époque Simon de Montfort est un énorme échec, avec les grands sièges comme Minerve, Carcassonne, il y en a des quantités. Et Muret également. Alors, bien sûr, Muret c'est 1213. 1213, c'est encore autre chose, avec la mort de Pierre d'Aragon, etc. Oui. Bon. Ouais, moi, c'est un des... Alors, j'ai fait exprès, j'ai annoncé la couleur, que je n'aborderai pas les aspects guerriers parce qu'il y a une Bible qui a été écrite, c'est les 5 tomes de l'épopée cathare de Michel Roquebert, tout a été dit. On ne peut rien dire derrière. Et là, vous venez de sortir un ouvrage, L'énigme cathare, une spiritualité sans croix. Alors, le véritable titre, c'est parce qu'il y a eu une histoire de guerre avec l'éditeur, là, le vrai titre, c'est Une spiritualité sans croix. Parce qu'elle explique tout. Elle explique qu'il n'y a pas de croix dans le catharisme, et ça va nous entraîner à la deuxième partie du livre, qu'il n'y a pas de symbole, il n'y a pas de colombe, il n'y a pas de croix, ni occitane, ni quoi que ce soit. Il n'y a pas de Graal. Il n'y a pas de Graal, il n'y a rien du tout. Parce qu'en fait, notre émission est quand même orientée vers les mystères. Sur le mystère, on va en venir. Et le Graal fait partie des grands mystères qu'on associe au catharisme. Voilà. Est-ce que tu peux nous dire, Jean-Pierre, à partir de quand cette association s'est faite? Parce qu'elle n'était pas d'origine. Alors, elle n'était pas du tout d'origine. Le Graal est né en 1180. Il est né en Champagne. On précise qu'est le Graal. Alors le Graal, on ne connaît pas. Voilà. On ne sait pas. Alors, exactement. Non, mais la définition que l'on puisse donner. Imaginez. On imagine couramment que c'est une coupe. Un plat. Recueillant le sang du Christ. Oui, quand on le christianise. Oui, bien sûr. Ce que la plupart des gens ne savent pas, c'est que le thème du Graal est un thème extrêmement ancien qui date de l'Iran ancien, de la Mésopotamie, et très antérieur au christianisme. On va même dire que ça remonte au chaudron de Dagda, etc. Ouais. Alors là aussi, si on commence à partir là-dessus... Il y avait des particularités qu'on a retrouvées sur le Graal. Voilà. Qu'on retrouve sur le Graal. Disons que c'est un archétype. C'est ça. En disant ça, on est tranquille. Alors, qu'est-ce qui a fait que cet archétype ancien se retrouve mêlé au cathare? Alors, cet archétype ancien s'est retrouvé mêlé au cathare. Il est né en 1180 sous la plume de Chrétien de Troyes, qui a écrit Perceval. Ça sort de la matière de Bretagne, c'est-à-dire ça commence à venir depuis en haut, dans lequel on mixe les mythes arthuriens, etc. C'est d'une complexité extrême. Extrême. Et puis, dans la même époque, il y a d'autres auteurs, grands auteurs, comme Robert de Boron, qui, lui, commence à christianiser le Graal. C'est Robert de Boron qui commence. Chrétien de Troyes ne parle pas une seule fois du Graal chrétien. Hein. Par contre, quand on lit Robert de Boron, il commence à en parler. Et puis surtout, on va arriver à une troisième écriture, qui est peut-être la plus connue de toutes, c'est le Perceval de Wolfram von Eschenbach, qui est un chevalier troubadour d'origine souabe, et qui écrit, lui, qui décrit un Graal très païen, qui est plutôt une pierre, d'ailleurs, une pierre. C'est ça, une espèce d'émeraude. Mais laquelle émeraude en question est très vite assortie à l'émeraude qui serait tombée du front de Lucifer au moment de la chute. Et l'émeraude, quand elle arrive sur l'autel, elle est portée par une colombe. C'est ça. Alors, est-ce que c'est pas là, justement, qu'on fait le lien avec les cathares, Voilà. Finalement. Alors, on commence à faire un lien, là, avec les cathares, parce qu'il y a Qui est-ce qui a fait, ce lien, le premier?
Alors, ça, c'est une colle, parce que je ne sais pas historiquement qui a fait le premier lien, mais il est assez ténu quand même, il est assez ténu, mais réel. Mais il est contemporain de l'histoire, c'est-à-dire, il dépasse Chrétien de Troyes, mais il est contemporain des autres, de Robert de Boron, de Wolfram Eichenbach. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, non pas la légende, mais l'histoire du catharisme qui est en train de se dérouler, vient se télescoper dans l'esprit de certaines personnes, avec une autre histoire qui se déroule presque dans les mêmes endroits, qui est l'histoire de la chevalerie templière. D'accord. Alors, on va juste faire le lit d'une erreur très répandue, finalement. Oui, un gros canular. Un gros canular, c'est que les uns seraient très liés aux autres. Non, pas du tout. Alors, donc les cathares n'ont rien à voir. Rien à voir. Rien à voir. Parce que quand même quelques familles ont été cathares et été templières. C'est là qu'il y a la bonne question, elle est là. Voilà. Rien à voir en tant qu'institution. Voilà, aucun rapport des institutions. Aucun rapport. Mais des grands rapports entre des membres de famille. Tout simplement parce que dans une famille noble d'Occitanie... Comme les Marseille, la famille de Marseille. Par exemple, il peut y avoir des gens qui rentrent dans la chevalerie templière et puis un des frères qui va se convertir au catharisme. Quoi. Donc, excuse-moi, je t'ai coupé. On en était au lien donc, entre l'émeraude, le Graal et les Templiers. Là, on voit apparaître des artefacts tels que l'émeraude, tels que le Graal, qui est lui-même un artefact, qui sont inconciliables avec la théorie cathare. Oui, tu nous l'as dit tout à l'heure. Dès qu'il y a la matière, on n'est plus dans la matière. C'est ça. Une matière et sang, finalement, le sang du Christ contenu dans le Graal. Mais ça peut pas aller. Ce que fait remarquer Michel Roquebert dans son merveilleux bouquin qui est peu connu malheureusement, qui s'appelle Les Cathares et le Graal, un livre qu'il a écrit bien après l'épopée cathare. On en a beaucoup parlé ensemble avec Roquebert de ça. Ce qui est extraordinaire, c'est qu'il dit, mais il pousse le bouchon très loin, lui. Il est arrivé à prouver des choses vraiment intéressantes. D'abord, il est arrivé à prouver que la commande de Chrétien de Troyes sur l'histoire du Graal, Perceval, était une commande qui venait du comte Philippe de Flandre, qui était l'amoureux de Marie de Champagne, peu importe, la fille d'Aliénor d'Aquitaine, et la demi-sœur de Richard Cœur de Lion et de Louis VII. Bon, elle avait 2 frères rois d'Angleterre et de France, quand même. Et il a courtisé depuis la mort de son mari. Donc il lui a offert en fait ce récit. Il lui a offert ce récit. Elle prisait ce genre de récit. Il a commandé à Chrétien de Troyes. Ouais. Mais il avait une idée derrière la tête, c'est que ce récit est un récit, quand on l'analyse avec un œil, j'ai presque envie de dire, de psychanalyste, est un récit qui est totalement contradictoire avec la théorie avec le catharisme. Par exemple, dans Chrétien de Troyes, on voit des scènes de banquets, des scènes d'amour courtois, des scènes d'érotisme, à la limite de l'érotisme, des scènes de chasse où on tue des animaux, tout autant de valeurs contraires au catharisme. Contraires au cathare. Qui sont les valeurs contraires au catharisme. Donc là, c'est fini. On ne parle plus de Graal et de cathare. Voilà. Bien que pendant des années et des années et des années, on n'ait parlé que de ça. Alors après, on arrive au 19e. Voilà, au 19e siècle, le 20e siècle. Alors au 19e siècle, fin du 19e, qu'est-ce qui se passe ici dans notre région? Il se passe à Toulouse, que Toulouse est une des grandes capitales françaises de l'ésotérisme et de l'occultisme particulièrement. Et comment? Avec des personnages tout à fait importants, comme le vicomte de la Passe, comme Péladan, des gens comme ça, etc. Plus ou moins Rose-Croix, tous maçons de haut grade. Quelquefois alchimistes. Quelquefois alchimistes, c'est le cas de la Passe d'ailleurs. Donc ils empilaient les grades et les cordons, hein, comme on dit. Ils avaient la cordonite aiguë. Oui, complètement. Ils avaient la cordonite aiguë. Alors, à cette époque-là, enfin un peu avant, vers 1840 et 1830, un merveilleux livre était sorti d'un pasteur protestant qui s'appelait Napoléon Peyrat, qui avait écrit Montségur en exaltant... exaltant est le mot. Exaltant toute la mythologie imaginaire qu'il s'était faite sur le catharisme, quitte à inventer des choses. Et c'est lui qui a déclenché tout ça. Alors. Parce que Montségur est souvent appelé le temple solaire. Et bien oui, alors, voilà, tout ça, ça se tient. Alors il se trouve qu'après Napoléon Peyrat, il y a notre brave Sar Péladan, qui lui, avec sa Rose-Croix esthétique du Temple et du Graal. Et du Graal. Et du Graal.
a commencé à faire mousser l'affaire du Graal, etc. Et puis, ce que la plupart des gens ne savent pas du tout, je le raconte dans le livre, mais à ma connaissance, c'est un des rares bouquins dans lesquels c'est raconté. Il y avait en Ariège un personnage tout à fait important qui était président, on dirait aujourd'hui, du Conseil général de l'Ariège. Hein. C'était pas comme ça que ça se passait. Ah oui. C'était Adolphe Garrigou. Oui, Adolphe Garrigou. Adolphe Garrigou, qui était un copain de Napoléon III, parce qu'ils avaient été carbonari ensemble. Oui, c'est ça. Ils étaient conspirateurs dans la charbonnerie. La charbonnerie, c'est une franc-maçonnerie forestière, dans laquelle il y a 2 ordres, les fendeurs et les charbonniers. On va pas parce que là... on n'en finit plus. Il faudrait 2 heures pour votre Il faut quand même dire, Jean-Pierre, parce qu'on ne l'a pas précisé au début, que tu as été président d'une de ces sociétés Qatar. Je suis le tu l'es toujours, finalement. Non. Enfin, oui et non. C'est la société de Déodat Rocher. C'est ça. Tout simplement parce que Déodat Rocher est mort. Ensuite, c'est Lucienne Julien qui a pris la suite, qui était sa secrétaire générale. Au moment, il y a eu un partage sur l'héritage, enfin, avec les ignominies habituelles quand il y a ce genre de succession. Ouais. Et après Lucienne Julien, quand Lucienne est morte, c'est Edmond Ferrand qui est devenu président. Et moi, j'ai succédé à Edmond Ferrand. Et j'ai changé le nom de l'association qui s'appelait à l'époque Spiritualité Qatar, hier, aujourd'hui, demain. On l'a changé par regard sur le qatarisme parce qu'on s'ouvrait à beaucoup d'autres choses que le qatarisme. Et au bout de 7 ans, on a été obligé de l'arrêter parce que tous nos membres devenaient très âgés. Et puis comme souvent dans les associations. On avait des contributions d'articles qui avaient plus aucune... Et pourquoi les jeunes, justement, ne s'intéressent pas à ça? Ils s'y intéressent. Oui. C'est pas qu'ils ne s'y intéressent pas, c'est qu'actuellement, l'université a pris le relais. Et on s'est battu pendant des années pour que les universitaires reprennent le relais, et on ne peut que s'en réjouir. Alors vous ressentez qu'il y a une véritable fascination? Alors il y a une fascination, mais dangereuse, parce que aujourd'hui, un étudiant qui a envie de prendre un thésard qui veut faire sa thèse sur le qatarisme, en histoire, il a intérêt qu'il soit bien accroché. C'est ça, parce qu'il manque de place. Hein. Parce qu'il manque de place, et puis en même temps, c'est un nid de contestation permanente, donc on se fait des ennemis de la première ligne qu'on écrit. Alors autant ça a été oublié pendant des siècles, à part quelques Bossuet, Voltaire ou Chassaignon. Chassaignon, déjà comme ça. Mais autant aujourd'hui, tout le monde s'est engouffré dans cette brèche de l'histoire extraordinaire. Et alors, c'est à l'occasion c'est Peladan qui a repris les thèses de Napoléon Peyrat, et Adolphe Garrigou, qui était en Ariège conseiller général et maître fendeur, s'est imaginé que les anciens fendeurs du Moyen-Âge étaient des descendants des Cathares, voire même des Cathares, qui faisaient des cérémonies dans les forêts, dans les grottes. Il a eu un élève qui s'appelait Gadal, Antonin Gadal, qui s'occupait du syndicat d'initiative de Tarascon, qui est un type très bien, Antonin Gadal. Mais il fallait plus, en fait, il fallait de la verve lyrique, du romantisme. Voilà. Et ça, c'est des gens comme Magre. Ah voilà, alors Maurice Magre. Là, on rentre un petit peu dans il reste peu de temps. Il reste peu de temps parce que ce que les internautes et les auditeurs intéressent, c'était passionnant. C'est véritablement, on revenait au temple solaire, sur les alignements astrologiques. Est-ce que tu es sûr que c'est bien ça qui les intéresse? Ou est-ce que ce n'est pas le trésor Qatar? Et le trésor Qatar, bien entendu. J'aimerais bien que qu'on puisse en parler. Son opinion sur les deux. Le trésor Qatar, la question est simple, puisque le trésor Qatar est attesté, il est avéré dans deux dépositions de l'Inquisition à Montségur, Arnaud Roger de Mirepoix, qui était le co-seigneur de Mirepoix, donc le frère de Ramon de Pereille, en fait, seigneur de Montségur, a déposé devant l'Inquisition, au surlendemain du bûcher, 3 parfaits ont été descendus par des cordes dans la face nord pour aller mettre en lieu sûr le trésor, de façon à ce que l'église de Qatar ne perde pas son trésor. Voilà. Alors, il y a un deuxième dépôt qui a été fait. Tu peux nous en dire plus? Oui. Je peux vous en dire plus. On ne sait pas ce qu'était le trésor. Et pourquoi il reste insaisissable? D'abord, à ton avis, c'était quoi ce trésor? Voilà. Voilà. Autrefois, quand on parlait de trésor, il s'agissait d'argent, de monnaie. Alors, de monnaie, d'or, de pièces d'or. Je suis désolé de ne pas pouvoir... Des manuscrits aussi. Justement, parce que le débat reste ouvert. Mais il est ouvert encore aujourd'hui, ça cherche. Parce qu'il y a 2 hypothèses. Il n'y en a pas 36, il y en a 2. Oui. La première, c'est soit un trésor numéraire, les deux, parce que l'église de Qatar était très riche. Les Qatars étaient très pauvres, individuellement.
mais tout le travail qu'ils faisaient rentrait à leur église. Donc, qu'ils soient tisserands, maçons, charpentiers, etc., ils faisaient mille travaux, puisque les cathares devaient travailler obligatoirement, fussent-ils évêques. Donc, si on conçoit que 3 hommes se sont évadés, on peut penser qu'ils ont voulu sauvegarder cette richesse. Cette richesse, non seulement ils ont voulu la sauvegarder, mais on a des traces. C'est-à-dire qu'on sait très bien que cette richesse avait été cachée. Ils ne l'ont pas descendue. Ils sont juste allés la sauver. Elle avait été cachée plusieurs jours auparavant dans une spulga, c'est-à-dire dans une grotte fortifiée, qui appartenait à Arnaud de Châteauverdun, qui lui-même était un vassal du comte de Foix. D'accord. Donc c'est vraiment dans les gorges de l'Ariège. Ils sont descendus. Alors on ne sait pas s'ils sont 3 ou 4, hein, parce qu'il y a 2 théories. Soit ils sont 3, soit ils sont 4, dont une femme. C'est ça, j'avais lu qu'ils étaient 4, mais bon. Ils sont partis. Ils ont suivi les gorges de l'Ariège. Enfin, ils sont passés par le col de la Peyre. Moi, j'ai refait tout leur parcours, à cheval et à pied. Et ils ont continué en descendant le col de Marmare. Après le col de Marmare, ils sont allés sur le château de Lorda. Et après le château de Lorda, ils ont filé jusqu'au château d'Usson, qui est à la limite de l'Aude et de l'Ariège, où là, on perd la trace complètement. Mais quel était leur but final? Ils allaient vers où, finalement? Ils allaient très probablement vers la Lombardie. C'est ça. Ils allaient en Lombardie. Alors, en Lombardie pour transmettre. Donc c'est la deuxième théorie qui peut exister aussi, qu'il y avait des parchemins, des documents très importants. À l'époque, l'imprimerie n'existait pas, donc tout était refait à la main. C'était très précieux quand on écrivait quelque chose à la main. Et donc, il y avait probablement des textes saints, peut-être même les deux, c'est-à-dire des trésors numériques. Et on a ensuite la trace de ce trésor, plusieurs mois après, en Lombardie. Ah, très intéressant ça. Alors, pourquoi? Parce qu'en Lombardie, quand Montségur a été détruit, 1240, mais déjà avant que Montségur soit détruit, il y avait pas mal d'ordonnés cathares qui étaient partis vers la Lombardie, parce qu'il y avait de très, très gros centres cathares en Lombardie. Donc il est logique finalement que ces 3 ou 4 personnes rejoignent et plein de nouveaux convertis cathares sont allés se faire initier, enfin j'aime pas le terme initier parce que c'est pas une initiation, mais sont allés se faire consacrer en Lombardie et sont revenus parfaits, enfin sont revenus ordonnés. D'accord. Parfait non plus, c'est pas un terme, c'est une insulte pour les cathares, au mot parfait. Hein. Ça veut dire hereticus perfectus, c'est-à-dire je tamponne, ça veut dire tu es bon pour le bûcher ou pour la torture. Quoi. Mais comme il y avait, là encore, il y a l'histoire de la pureté, mais je reviens à ce que qui est important, parce que Roquebert a dit, et il a démontré, il a dit en fait, c'est parce que les Templiers et les cathares avaient tous les deux des éthiques de pureté. Alors, les Templiers étaient quand même des moines soldats, c'est-à-dire des gens qui faisaient couler le sang, qui chassaient, qui mangeaient la viande. Et qui buvaient pas mal. Et qui buvaient. Mais ils avaient une éthique de pureté, puisqu'ils étaient des croisés, donc ils travaillaient pour la divinité. Donc, et il dit, il y a eu une confusion, on a prêté aux uns ce qui était aux autres, en réalité. C'est le trésor, tu veux dire, finalement, aussi. Et alors, la thématique du trésor templier, alors quand même, alors elle est encore plus compliquée. Il vaut mieux pas en parler. Hein. Il y avait un trésor, ce sera une autre émission. Il y avait un trésor par commanderie, donc il y avait un trésor par commanderie. Et est-ce que tu as le sentiment que peut-être un parchemin important, remontant à ce passé paléo-chrétien, ou peut-être chrétien, des premiers temps, ait pu être récupéré par les cathares? Alors là, on va sortir du cadre de l'histoire. Oui, c'est une supposition. J'en ai pas le sentiment, mais j'en ai la sourde espérance. Tu as la sourde espérance qu'un jour on retrouve quelque part, en Lombardie ou ailleurs, oui, je pense que oui. Un document de ce type-là. Et ce type de document, selon toi, ça serait quoi? Maintenant que tu connais bien ce mouvement, et en quoi il a pu les influencer finalement? Quelle pourrait être sa teneur pour les avoir de telle manière influencés?
Ben, je pense que je vais voter en touche. Tu vas voter en touche. Ça fait 2 fois, attention. Je pense que je l'ai dit dans la dernière partie de mon livre qui s'appelle Méditation hors des sentiers battus, qui est très hardi quand même. Oui. Tu n'as pas dû le lire dans beaucoup de... Non, c'est vrai. Mais bon, j'aurais aimé t'entendre dire quand même. Ben, en clair, ça rejoint des thèses qui touchent la physique actuellement, complète. C'est-à-dire que moi, j'ai le sentiment que les cathares avaient perçu, c'est pour ça que c'est un mouvement qui est tellement d'actualité, ils avaient perçu que, comme dirait Jean-Jacques Charbonnier, que ce qu'on voit n'est pas ce qui est, quoi. Ah, intéressant, là, c'est... Et aujourd'hui, quand on s'intéresse, mais alors le problème, c'est qu'il faut être un peu fou, il faut être transversal, et il faut s'intéresser à la fois aux sciences avancées, notamment... Vous êtes dans la physique quantique Oui, enfin, le mot quantique, je ne l'ai pas prononcé parce que je ne suis pas physicien de formation. Oui. Moi non plus, mais enfin, bon, on entend des mots qui s'échappent comme ça actuellement. Mais on est dans ça, et puis il se trouve que des travaux comme les travaux de très grands physiciens tels que Carlo Rovelli, tels que Philippe Guillemont, qui apparaît sur Facebook, Étienne Klein et quelques autres, vont tout à fait dans ce sens-là, à condition qu'on fasse un effort de pensée, c'est-à-dire ce qu'on appelle des expériences de pensée en science, qui est difficile à faire, des expériences de pensée. Parce que clairement, le passé, le présent, le futur sont certainement un même continuum. Et de ce fait, moi j'ai l'impression que les cathares, enfin les ancêtres des cathares, les premières hérésies, avaient perçu quelque chose au niveau de la non-matière. Et eux, ils ne raisonnaient probablement pas en termes de bien et de mal, parce que le bien et le mal sont des notions extrêmement subjectives, puisque si l'homme n'existe pas, le bien et le mal n'existent pas. On est bien d'accord. Il existe dans la nature de toute façon, mais bon. Oui, mais c'est pas la même chose. Ça, les cathares l'ont résolu, parce que dans le livre des 2 principes, enfin, dans ce qu'on appelle la vision d'Ésaïe, ils expliquent ça d'une manière très, très claire, les 2 tentations, la double tentation, les tentations charnelles et les tentations diaboliques, qui sont pas du tout pour toi, tu concevrais que les cathares avaient déjà perçu que nous vivions dans un monde d'apparence et que finalement il ne fallait pas lui accorder une tellement grande importance. Ils n'arrêtaient pas de le dire. Et alors là, moi je vais sauter sur un autre sujet là. Et s'ils avaient été guidés par des civilisations plus avancées? Il y a eu des livres là-dessus. Alors il y a beaucoup de bouquins là-dessus. Oui, il y a eu des bouquins là-dessus. Alors, le problème c'est que tout est acceptable à partir du moment où on présente ça comme des hypothèses. On n'est plus dans l'histoire. On n'est plus dans l'histoire. Oui. Mais on est dans le mystère. On est dans le mystère. On est complètement dans le mystère. Et dans le mystère, il y a des choses qui sont plus ou moins probables que d'autres. Et ce que vous dites est loin d'être idiot. Vraiment. Non, mais quand je dis loin d'être idiot, le contenu. Oui. n'est pas une proposition idiote parce que aujourd'hui, pendant que la physique évolue, l'histoire évolue, il y a aussi l'archéologie qui évolue. Et on découvre des choses absolument extraordinaires avec des civilisations. On croyait, jusqu'à il y a quelques années, que Sumer, avec 6000, 7000 ans, était le temps. Maintenant, avec Göbekli Tepe et les autres civilisations, on est à 12 000, 15 000, 18 000 ans. On recule à chaque fois. On recule à chaque fois. Ouais. Donc, et attendez, avec les avancées de l'intelligence artificielle. Oui, qui est encore autre chose. Qui est autre chose, mais un outil. Qui est un outil. Voilà. Mais qui ne va pas rester longtemps un seul outil. Un outil, à mon avis. C'est-à-dire qui va très vite nous prendre la main. Vous pensez Certains. Alors là, je peux faire... Mais ça, c'est un autre débat. C'est un autre débat. Oui, mais là, par contre, on peut faire une conférence sur la question. Mais pour rester aussi dans les trésors cachés, et certains chercheurs font un lien entre Rennes-le-Château, les cathares, le trésor des cathares. Alors ça, c'est tout à fait normal, parce que Rennes-le-Château, on en pense ce qu'on en veut. Hein. On pense que... moi, Rennes-le-Château, je pense qu'au départ, mon avis... J'ouvrirai une parenthèse, si vous permettez. Oui. Quitte à ébranler un petit peu votre modestie. Oui. Vous êtes un des premiers auteurs. Le second, je crois même, historiquement. Derrière Gérard de Sède, donc. Voilà. 68, je crois. Sur Rennes-le-Château. Et Jean-Pierre, 74, je crois. 74, l'édition, mais les études avant. Écrit en 71. Grande référence. Ouais. Alors, Rennes-le-Château, pour moi, il y a 2 choses, mais on ne peut pas traiter Rennes-le-Château. Bien sûr. On survole simplement. Il y a d'un côté... On n'est pas passé à côté. L'histoire de la Bessonnière, qui est une histoire qui comporte des éléments vrais,
parce qu'on a des éléments factuels, évidemment on ne peut pas les nier, hein, ces visites, ces lettres, enfin ces constructions, etc. Et puis après, ou à côté comme on veut, mais je vais le synthétiser tout ça, je vais vous le dire d'une manière plus claire. Et après, autre chose qui nous dérange, qui nous intrigue, enfin on n'est pas nombreux, mais on est quelques dizaines quand même, plus tous ceux que je ne connais pas, qui se posent la question de savoir si dans le Razès, c'est-à-dire dans la région du Razès, il n'y a pas quelque chose qui, comment on peut appeler ça, un dépôt, moi je ne vais pas employer le terme d'appareil parce que c'est trop engagé déjà, mais quelque chose qui émet, j'emploie le terme d'émet au sens de vibration, au sens d'émission. Qui aimante. Qui aimante, qui attire les gens, qui en repousse d'autres, etc. Quelques typologies de gens. Voilà, quelques typologies de gens, mais qui attirent aussi des gens très bien, hein, mais qui ne font pas de bruit et qui ne disent rien, et qui cherchent. En fait, pour synthétiser, tout se passe par moments. Moi maintenant, ça fait 57 ans que je m'intéresse à l'affaire de Rennes-le-Château, 57 ans, puis fin 67 exactement, vous calculez, ça doit faire 57 ans. Je me suis rendu compte que on a l'impression que l'affaire de la Bessonnière, mise en lumière par Gérard de Sète, on a discuté 20 ans avec Gérard, c'est un ami, je l'ai édité, j'ai été son éditeur même, donc on a l'impression que cette histoire est venue déranger quelque chose et elle ne devait pas sortir au jour. L'affaire de la Bessonnière a surgi par des caprices de journalistes, parce que la Bessonnière a fait lui-même beaucoup de bruit, il était très ostentatoire dans ses façons de faire, mais qu'en fait, en venant au jour, elle a permis à des jeunes de fouiller à l'étage d'en dessous, et l'étage d'en dessous, c'est tout à fait autre chose. C'est tout à fait autre chose. Qui pourrait, alors là par contre, je suis dans le délire complet, vous allez avoir des quantités de réflexion, qui pourrait, à la limite, cette deuxième hypothèse, quelque part rejoindre la thématique du trésor Cathare. Mais, sauf que là, on ne parle plus d'un trésor ni d'argent ni de parchemin, mais on parle d'autre chose. Un trésor de connaissances. Voilà. Non ésotérique, puisque tu n'aimes pas le terme. Non, ésotérique n'est plus le terme. Mais n'est plus le terme. D'accord. On va loin. Oui, mais là, vous allez loin. Je vais très loin. On va loin, sur le Da Vinci Code. Oui, enfin, c'est le Da Vinci Code qui est venu. C'est le Da Vinci Code qui est venu à nous. Oui, non, mais bien sûr, je l'entends comme ça. Parce qu'il nous a tous un peu pillés, quoi. Mais il a bien fait. Non, il faudrait aller beaucoup plus loin. Il faudrait faire une seconde émission avec Jean-Pierre sur mais on prend rendez-vous. Voilà, hein. Il faudrait aller. On prend rendez-vous. Non, mais ma vraie spécialité, c'est pas ça. Ma vraie spécialité, c'est les sociétés secrètes. Donc, c'est encore pire. 430 pages d'écrit dessus. Hein. Excellent domaine à suivre. À suivre aussi. Ah oui. Alors, non, en fait, pour Rennes-le-Château, il faudrait revenir à la mythologie juive et prononcer le mot qui tue, qui est le mot Arche d'Alliance. Le mot, pardon Voilà. Arche d'Alliance. Ah, d'accord. C'est-à-dire appareil à vibration, etc. L'Arche d'Alliance étant à déconnecter de ce qu'on nous a appris quand on était petit de l'Arche d'Alliance. Oui. Mais quand même, quand on voit dans la Bible, dans les différentes versions de la Bible, ce qui était capable de produire l'Arche, on est quand même devant un appareil. Rappelez-vous que les Lévites avaient une longue robe avec qui faisaient des étincelles d'or, des étincelles, des fils d'or. Les Lévites étant ceux qui portaient l'arche. Oui, qui portaient l'arche. C'est la tribu de Lévi. On se dit que c'était vraiment un appareil, quoi. Mais nous avions fait une émission, si tu t'en souviens, de Saint-Amance, la petite chapelle de Saint-Amance, où un écrivain, chercheur canadien, avait sorti un ouvrage stipulant que l'Arche d'Alliance aurait été cachée dans cette petite chapelle à 5 km de Muret, à Estantens. Ah oui. Elle est cachée un peu partout en France. Voilà. Mais là aussi, on est Rommel dans les était archétypes, quoi. Tu vois, l'Arche d'Alliance et le Graal sont des archétypes. C'est pour ça qu'elles sont souvent d'ailleurs liées, quoi. Oui. C'est-à-dire que ce qui est passionnant, c'est quand on prononce ces mots-là, c'est d'aller beaucoup plus loin que ces mots.
Mais si on veut aller beaucoup plus loin que ces mots, pardon ce que je vais dire parce que c'est très prétentieux, mais il faut quand même en avoir dans le cerveau, quoi. C'est-à-dire il faut avoir une certaine culture, parce qu'on peut relier ça à énormément de choses, y compris contemporaines. Par exemple, aujourd'hui, je sais que toi tu es un expert de cinéma. Je m'intéresse beaucoup au cinéma, particulièrement. Oui. On est stupéfait de voir au niveau des séries de Netflix par exemple, Tout à fait. les coups d'avertissement, les clins d'œil, les coups de semonce qu'on reçoit sur des trucs qui vont se passer 3 ans ou 4 ans après. On est stupéfiant. Oui, quoi. C'est intéressant ça, ce que vous me dites. C'est totalement passionnant. Alors moi je ne suis pas du tout capable, je ne suis pas aussi compétent que Christian en la matière, mais on le vérifie journellement. Suivant les séries oui, proposées. bien sûr. Et on se dit, il y a quand même des gens qui font passer des idées là. Oui. Alors ça vient comment Alors on ne peut pas crier au complot en disant c'est la main invisible du pouvoir mondial, etc. Moi je n'y crois pas du tout. J'essaie dans mon livre qui s'appelle Les magiciens du crépuscule de démontrer qu'un complot mondial ne peut pas exister. Et j'explique clairement. Et j'espère scientifiquement pourquoi il faut. Parce que c'est très à la mode, le complotisme, à l'heure actuelle. Le fait que ça soit à la mode, le complotisme, c'est surtout... Est-ce qu'il n'y aurait pas un juste milieu, un équilibre Peut-être, sans doute même. Mais le problème du complotisme en général, c'est que c'est les théories dans lesquelles on se réfugie quand on est perdu, quand on n'a pas de réponse. La nature humaine a horreur de ne pas avoir de réponse. Par exemple, Sarkozy crie au complot aujourd'hui dans l'affaire de la Libye. Oui. Tu fais passer le message. Oui, je fais passer le message. C'est pas directement celui que je prenais comme exemple. Mais il y a une très grande angoisse de l'individu aujourd'hui où nous recevons énormément d'informations que nous n'arrivons pas à traiter. Et ne pouvant pas les traiter, on les met dans une espèce en disant c'est le nouvel ordre mondial, c'est ceci et cela. Sauf que ça n'est virtuellement, ça n'est pas possible. Alors, mais ça fera aussi l'objet de notre émission. J'ai des chapitres, on s'échappe. On esquisse là. J'ai plusieurs chapitres dans ce bouquin qui en parlent. Et Dieu sait si je me suis fait jeter. Enfin, mais d'un autre côté, on a fait des. Écoute, tu as pris du risque. Hein. Oui, mais ça, j'en ai rien à fiche. mais c'est mathématiquement impossible. Un complot mondial, tu supposes tellement de monde, tellement d'agrégation de forces. Quand on voit qu'on a des complots à l'échelle du couple, à l'échelle de la famille, à l'échelle de la commune, à l'échelle du département, qu'on n'arrive pas à s'entendre sur des trucs élémentaires, comment voulez-vous, sauf présence extérieure, d'ailleurs je le dis, sauf présence d'extraterrestres, sauriens, reptiliens, appelle-les comme tu veux, qui auraient des pouvoirs totalement différents de nous, un seul être, un seul homme, parce qu'il n'y a de complot mondial que s'il y a une seule tête, en haut de la pyramide. Si la pyramide, c'est un immeuble de 25 étages, rectangulaire... D'ailleurs, sur le dollar américain... Oui, alors là, c'est un autre problème. Là. Il y a une pyramide. C'est un autre problème. Et la date de 1876, et la chouette. Tu vois que le complot, on y revient toujours. Voilà. Je crois qu'il faut arriver au terme de l'émission. On arrive presque au terme de l'émission, mais moi j'aurais une seule question à poser pour terminer. Si une seule chose pouvait être révélée aujourd'hui, quelle serait celle que vous espériez voir élucidée? Ah oui, c'est une bonne question à un grand chercheur. Voilà. C'est une sacrée fichue question, ça. C'est la question qui tue. Non, elle ne tue pas, non. Non, malheureusement, je vais faire une réponse qui est très prosaïque. Je le dis dans le livre, d'ailleurs, j'aimerais que les gens prennent du temps pour potasser un peu le catharisme et voir en quoi les grandes normes du catharisme peuvent nous aider aujourd'hui à être différents et être meilleurs. C'est-à-dire à faire sens dans la société. C'est une éthique très particulière, le catharisme. C'était pas une éthique de pénitence, contrairement à ce qu'on imagine. Les cathars étaient des gens joyeux, c'était pas des gens tristes, contrairement à ce qu'on pense. Mais par contre, c'était des gens qui priaient beaucoup. Ce qu'on ignore, par exemple, c'est que les ordonnés cathars récitaient les heures exactement comme les moines, comme les franciscains ou des dominicains, qui ne sont pas des moines d'ailleurs, qui sont des religieux, parce que là encore il y a des confusions, mais, ou comme certains moines dans les monastères, je pense qu'aujourd'hui le catharisme est une véritable éthique de grande qualité,
pour moi, ça peut être une éthique pour demain. D'autant qu'elle fait une jonction formidable avec les sciences les plus avancées, si on veut se donner la peine si on arrive à interpréter ou à comprendre ce qu'ils auraient découvert, mais qu'ils n'ont probablement pas formulé, ou qu'ils ont formulé avec les mots de leur époque, parce que c'est là qu'il faut faire l'effort. En histoire, il faut toujours se méfier de lire l'histoire d'hier à la lecture d'aujourd'hui. C'est une validité, ce que je dis. Mais donc les cathares, un message pour aujourd'hui et demain. Ah oui, voilà. Ça sera peut-être le mot de la fin, le mot de conclusion. Tout à fait, si vous me permettez. C'est un beau message. Voilà, très joli message. Et puis, on rappelle à nos auditeurs et internautes votre dernier ouvrage. Voilà, aussi sur de l'opportun à Paris. Voilà, l'énigme cathare, mais c'est surtout une spiritualité sans croix. On a expliqué aujourd'hui pourquoi. Voilà. Aux éditions Opportun. Merci beaucoup Jean-Pierre. Merci à vous. Au plaisir de te retrouver bientôt. Avec plaisir. Nous avons été ravis de vous accueillir. Ça a été passionnant. C'est partagé. Ça a été intéressant. Merci à toi, Christian, pour tes questions percutantes, comme toujours. Non, mais c'est très important. Dans les interviews, ça se joue à deux. Ou à trois. Ou à trois. Je veux dire, c'est pas un monologue, quoi. Si en face on n'a pas la réponse ou quelqu'un qui fait rebondir, on donne que ce qu'on peut donner. Oui. Quoi. Voilà. Mais on a eu la chance, grâce à toi, Christian, de vous avoir, Jean-Pierre Bockel. Voilà. Merci. Et puis, épisode 1, on va faire comme Netflix, peut-être, si vous étiez dans l'avenir disponible. Espérons. Ouais. Mais il y a tellement de sujets à traiter. Là. Vous nous avez appâtés, on a savouré. Mais j'espère que Jean-Pierre reviendra. Tu feras, Georges, j'espère, une émission sur justement ces antagonismes d'historiens. C'est déconstructionniste aujourd'hui, et ça il faut en parler aussi. Le rendez-vous est pris. Par contre, j'ai une exigence. À partir de la 12e émission, je veux une voiture de service. Écoutez, on va le noter sur le contrat, Jean-Pierre. En tout cas, merci à vous deux. Merci à nos auditeurs et internautes d'être toujours aussi fidèles. Je sais que vous êtes de plus en plus nombreux à écouter notre émission sur les sentiers de l'étrange. Merci à tous. On vous donne rendez-vous pour un autre thème dans un mois. Et en attendant, portez-vous bien, on vous dit à très bientôt. Bye bye. Merci messieurs, à très bientôt. Merci à vous.